Donc, si cette personne qui est en face de nous n'est pas animée de bonne foi ou n'a pas les mêmes prédispositions psychologiques que nous, je crois que là, cette paix que nous cherchons fera défaut. D'où l'importance de parler des facteurs psychologiques qui entraînent la féminicide en général ou les homicides. Parler de ça, oui, mais je m'en vais un peu faire l'économie de la définition qui a été déjà faite par le docteur ici présent. Les différentes typologies de féminicide aussi que j'avais préparées ont déjà été présentées par notre cher docteur. Donc nous allons directement nous attaquer aux facteurs psychologiques. Quand on parle du facteur psychologique, on est dans le domaine de la perception individuelle, un peu dans le domaine de la personnalité, dans le domaine intrinsèque, peut-être même au-delà des neurosciences, des facteurs biologiques ou même génétiques. Donc, les facteurs psychologiques liés au féminicide incluent beaucoup de facteurs, incluent une étude ou même une évolution psychodynamique, où plusieurs facteurs entrent en lien. Mais il est important de comprendre ces facteurs psychologiques pour mieux prévenir les cas de féminicide et évaluer les dangers. Donc, chaque année, malgré une reconnaissance de ces actes de violence, un nombre considérable de femmes sont toujours en cible de violence. Mais quand on dit violence, comme l'a dit tout à l'heure le sociologue Issa Ndiaye, il y a ce qu'on appelle les violences physiques, les violences verbales. Mais dans le cas des féminicides, nous notons que ça commence d'abord par les violences verbales. Donc, on ne se lève pas simplement un jour pour faire des attaques physiques à une personne. Ça succède des violences verbales, ça succède des humiliations, ça succède cette volonté de casser l'estime de soi, la confiance en soi, que l'individu dont nous sommes en face à, de le briser individuellement, psychologiquement, psychiquement, avant de passer à l'acte. Donc c'est tout un processus. Ces violences perpétrées contre des femmes, notamment parce qu'elles sont des femmes, représentent de ce fait l'inégalité présente entre les hommes et les femmes. Ce matin, rien qu'en lisant le rapport de l'ANSD de cette année, en suivant le journal ce matin, on disait qu'ici au Sénégal, sur 10 femmes, 3 femmes sont victimes de violences. Donc ce sont des chiffres quand même qui sont assez importants. Et dans le monde, on estime que sur 736 millions de femmes, près d'une femme sur 3 sont victimes de violences physiques allant jusqu'à la féminicide. Donc cela révèle des dynamiques complexes de violence qui se manifestent souvent dans le cadre des féminicides par des relations tant intimes que non intimes. En adoptant une perspective psychodynamique, on vise à éclairer les mécanismes sous-jacents qui conduisent à de tels actes sur le plan psychologique. D'abord, sur le plan psychologique, l'un des premiers éléments qui conduisent souvent les acteurs à de tels meurtres sont d'abord ce qu'on appelle la psychopathie ou des troubles liés à la personnalité. Souvent, ce sont des gens qui sont antisociaux. Dans cette psychopathie-là, on a beaucoup de sous-points qu'on va aborder. Mais il faut savoir que la psychopathie est caractérisée par le manque d'empathie. Quand on parle de manque d'empathie, on est dans le sensationnel. Cette personne-là qui a du mal à ressentir ce que l'autre ressent, qui a du mal à être à sa place, qui a du mal à comprendre l'autre. Donc, cette manque d'empathie aussi engendre l'absence de remords ou de culpabilité. Vous verrez que souvent dans les cas de meurtre ou de féminicide, tout à l'heure, le docteur l'a un peu souligné, on accuse l'autre. Le tueur accuse l'autre, il n'a pas de remords. Il croit que c'est l'acte de l'autre qui est la conséquence de sa réaction.
Il n'a pas de remords, il dirait que c'est à cause de lui. Il n'a aucun sens de responsabilité. Ces individus peuvent également présenter un sentiment de supériorité et une tendance à manipuler les autres. Et là, on est dans le cadre du narcissisme qui fait partie des troubles de psychopathie. Donc, cette fragilité intrapsychique, caractérisée par un dynamisme intrapsychique des individus à risque de commettre et d'agir ces violences, dont les cas de féminicide. Donc, ces acteurs présentent souvent des vulnérabilités psychologiques telles que des traits de troubles de personnalité sous-jacentes à l'acte. Plusieurs études révèlent la présence de tels troubles chez les auteurs d'un féminicide, qu'il s'agisse de féminicide commis par un intime, l'époux, ou non intime. Toujours, il y a une défaillance du système intrapsychique, donc il y a une défaillance de la personnalité, des troubles de comportement et de la personnalité. Donc ça c'est un premier point, les troubles, les psychoses, les troubles de personnalité. Dans le cadre aussi des féminicides, nous avons la jalousie et la dépendance. Souvent les féminicides qui sont occasionnés par l'un des conjoints et surtout le conjoint, souvent c'est entre conjoints, la jalousie extrême souvent liée à la dépendance affective. Donc là, on est dans le cadre de la régulation des sentiments. Donc là, on est dans le cadre de la gestion des émotions. Si vous savez que nous avons 6 types d'émotions, nous avons la peur, la joie, la tristesse, la peur, la joie, la tristesse, le dégoût. Nous avons ces différents types d'émotions qui, s'ils ne sont pas régulés, peuvent être source de féminicide. Donc, souvent, l'individu qui commet ces types de féminicide a une dépendance affective très profonde. Et ça déclenche souvent ces cas de féminicide-là, particulièrement lors d'une séparation. Les moments de séparation sont des moments très propices au cas de féminicide. Parce que la personne a du mal à faire son deuil affectif. Il ne réalise pas encore qu'il a perdu cette personne-là qui lui peut-être est chère. Et souvent, cette séparation-là peut être un trauma, surtout si cette séparation est brusque. Donc, on est dans le cadre d'un traumatisme. Parce que ça a été fait de manière violente. Peut-être que cette personne-là, qui est le genre masculin, avait l'habitude d'avoir une domination très notoire sur son conjoint. Et cette conjoint-là, durant longtemps, a subi ces dominations, peut-être sans broncher. Un jour, cette personne qui se révolte et qui dit qu'il y en a assez, elle va quitter. Souvent, cette personne a du mal, le conjoint, à réaliser que vraiment, c'est une perte. Et c'est ce qui amène une situation d'agressivité extrême qui conduit à de tels actes. Nous avons aussi les troubles narcissiques, qui sont vraiment des troubles de comportement chez les gens qui s'adonnent à de telles pratiques. Un fort sentiment de supériorité, d'égoïsme et un manque d'empathie peuvent être présents chez les personnes souffrant de troubles narcissiques. Parce que ça veut dire que souvent les personnes souffrant de troubles narcissiques ont un sentiment de supériorité vis-à-vis de l'autre. Leur ego est très élevé. Ils croient qu'ils sont au-dessus des gens et ils regardent les gens avec dédain. Donc ce qui fait que cette personne-là, ils peuvent tuer pour restaurer leur estime de soi après une rupture, parce qu'ils n'en reviennent pas. Donc ce sont des crimes liés peut-être à leur ego, à leur estime de soi et à le regard qu'ils ont d'eux supérieur aux autres. L'emprise psychologique est aussi un des facteurs. L'emprise est une stratégie de domination. Il y a des gens qui sont dominants sur le plan psychologique. Ils aiment dominer les gens. Ils veulent avoir une ascendance sur les gens et une ascendance négative, destructrice. Donc, ils ont envie de détruire les capacités psychiques de la victime. Souvent,
dans une relation, vous verrez que ces gens-là, ils ont envie de vous détruire, de vous rendre inférieur, de détruire votre estime de soi, de détruire votre confiance en soi, de détruire même votre équilibre et votre épanouissement psychosocial. Donc, c'est un élément propice, surtout dans certains cas de féminicide. La frustration et la colère. Souvent, en Wolof, on dit que mer non borom la. Le sentiment de rejet, la colère et d'autofrustration peuvent motiver les cas d'actes violents, de violence. Ainsi, cette violence est la cause d'une rupture entre la parole et l'action. Vous savez que la violence commence quand l'individu ne réfléchit plus. Parce que quand on dit que c'est une rupture entre la parole et l'action, quand il y a parole, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la verbalisation. L'individu commence à interpréter, à agir, et il y a les mots qui sont là, et quand il s'exprime, ça réduit les cas de violence. Mais dès qu'il n'y a plus verbalisation, dès que l'individu ne parle plus, il est souvent animé par des pulsions intérieures qui font qu'il n'a plus envie de parler, mais il a envie d'aller directement à l'acte. Donc ce sont des pulsions qui sont des énergies qui sont intérieures en nous et qui sont trop fortes, qui nous poussent à aller vers l'acte. Et nous voyons que souvent cette forte pulsion, dès qu'elle est sortie, l'individu se libère, il se calme. Donc ça, ce sont des défauts de personnalité. Ainsi, cette violence est la cause d'une rupture entre la parole et l'action. En général, lors du passage à l'acte, plusieurs personnes ne se sentent pas pleinement responsables de leurs actions. Parce qu'il n'y a plus la verbalisation, la pensée, il n'y a plus la mentalisation, comme on dit. L'individu ne réfléchit plus. Ce qui suggère un défaut structurel de la capacité de mentalisation. Donc la mentalisation désigne la capacité d'interpréter, de ressentir et de verbaliser ses états mentaux. Parce que vous savez que la parole, elle est libératrice. La parole est soulage. Quand dans des circonstances vraiment de tension, on s'exprime, on parle, on communique, on se libère. Et peut-être que même en parlant, on a bon conseil. Mais du moment qu'on ne parle plus et qu'on priorise l'acte, ça devient pathologique. Et je crois que ce sont des éléments, des facteurs psychologiques dans les cas de féminicide. Ces difficultés à contenir la tension interne chez les individus peuvent déclencher une réaction explosive de colère. Ainsi, une simple frustration peut alors provoquer des gestes agressifs envers des objets, des personnes ou même eux-mêmes. L'action est perçue comme une réponse psychique par laquelle la personne recherche une solution et met un terme à son angoisse. Quand on parle de l'angoisse, on est dans le domaine imaginaire, ce sont des perceptions qu'on a différentes de l'anxiété ou même c'est bien précis, c'est par rapport à un objet ou à un événement bien déterminé. L'impulsivité, donc une personne impulsive, souvent une manque ou une faible maîtrise de soi est associée à un risque accru de crimes violents. Donc une personne qui est impulsive, une personne qui agit avant de penser, une personne, ainsi, il présente souvent des traits de personnalité caractérisés dans le cas d'impulsivité par une agressivité, des difficultés dans la régulation et la gestion de ses émotions. Donc toujours ici, on est toujours dans la gestion des émotions. On est dans le soi, la maîtrise de soi, dans l'équilibre de soi, dans la confiance en soi. Donc les facteurs psychologiques sont extrêmement importants. Le passage à l'acte impulsif peut être considéré comme une fragilisation de l'appareil de pensée. Parce que quand on est, comme je l'ai dit, quand on est impulsif, on agit d'abord et on pense ensuite, ou même on a des regrets ensuite. Un appareil à penser se développe durant la petite enfance. Donc ça revient tout à l'heure à l'éducation de base. Un appareil de pensée. Les émotions, la gestion des émotions
la consolidation et le développement de la personnalité, c'est durant la petite enfance qu'on la construit. C'est pourquoi nous, dans le cadre de l'appui psychosocial, nous intervenons beaucoup plus dans les établissements élémentaires ou moins secondaires et nous faisons des formations dans les écoles, des établissements avec les professeurs, avec les enseignants. Parce que l'accompagnement psychosocial, l'appui psychosocial est très important. Souvent, vous verrez que ici au Sénégal, on a tendance à laisser nos enfants avec leurs propres émotions. On n'observe pas les enfants, on ne les écoute pas, on les accompagne pas. Souvent, ces enfants-là, ces individus, ces adultes qui, dans leur enfance, ont été laissés, on les a souvent laissés gérer leurs propres émotions sans accompagnement, sont les individus qui souvent sont des individus très colériques, très impulsifs et qui ont des problèmes de personnalité. Un an, dans la petite enfance, que ce soit de 0 à 13 ans, on est dans l'enfance. Après l'enfance, on est dans l'adolescence, qui est aussi une étape très critique dans le développement, la consolidation de la personnalité. Ça voudrait que durant ces étapes-là, qu'un individu soit accompagné. L'accompagnement voudrait qu'on l'observe, qu'on l'écoute, qu'on rectifie. Et tout à l'heure, cette maman l'a dit, qu'on l'explique. Dans toute chose, l'enfant, même quand on doit corriger sa personnalité, suivant les interdits, on l'écoute et on l'explique d'abord. Quand on interdit une chose, il faut l'expliquer le pourquoi elle l'a dit. Donc le fonctionnement de la personnalité passe par ces différentes étapes-là. L'observation, la prise en charge, avoir cette empathie, cette écoute active envers l'enfant, envers l'adolescent. L'écoute active voudrait qu'on l'écoute avec nos oreilles, qu'on l'écoute avec nos yeux, mais aussi qu'on l'écoute avec le cœur, en ayant un sentiment d'empathie vis-à-vis de lui. Et même s'il faut corriger difficile, doucement, mais surtout consolider la confiance en soi, ne pas briser sa personnalité et ne pas le sous-estimer, ne pas fragiliser sa personnalité. C'est très important. Et c'est souvent ces enfants, ces adolescents bien préparés ou avec qui on a eu le temps de stabiliser, d'accompagner, qui seront des adultes épanouis. C'est pourquoi cette étape d'enfance, elle est très importante dans le développement de la personnalité, la consolidation, la maturité, développer la maturité même de la personnalité. Manque de sensibilité. Je disais tout à l'heure qu'un appareil à penser se développe durant la petite enfance afin que les individus soient amenés à tolérer la frustration en pensant leurs émotions plutôt qu'agir. Or, des événements traumatiques le seraient une marque ou une sorte d'enclave. On va y revenir sur ces événements traumatiques qui sont souvent facteurs de féminicide. Manque de sensibilité et d'empathie, tout à l'heure on l'a dit. Nous avons aussi des troubles mentaux liés à la santé mentale. Vous savez qu'aujourd'hui, la santé mentale est un problème très récurrent qui nous engage nous tous. Et je crois que ce soit le président ou le premier ministre, ils ont posé ce problème-là d'appréhender la santé mentale, qui sont les conséquences de ces nombreux cas de meurtre. Quand on parle de santé mentale, nous avons d'abord la psychose. Il y a des gens qui ont des troubles psychotiques, comme la schizophrénie. Donc il y a des gens qui, d'une minute à l'autre, ils peuvent avoir des sentiments ou même des émotions de joie extrême. Et d'une minute, de l'autre minute, ça change. Les troubles psychopathiques comme la schizophrénie, quand on parle de schizophrénie, on est dans le domaine des hallucinations, peuvent dans des rares cas entraîner des actes criminels lorsque le patient est en pleine crise, souffrant d'hallucinations ou de délire. Donc là, on est dans le cadre de la santé mentale et souvent dans ces cas, nous avons deux approches qu'il faut appréhender. L'approche psychologique, à savoir l'accompagnement, mais aussi l'approche thérapeutique qui demande à ce que ces gens-là soient suivis d'un suivi médical par un psychiatre. Nous avons l'idéation homicide. Il y a des gens qui, l'expression de pensée ou de projet de commettre un homicide
où un féminicide peut survenir dans divers contextes cliniques. Il y a des gens, leurs pensées sont souvent orientées à faire des crimes. C'est souvent pathologique et peut-être que dans certains cas, dans les réalités africaines, on peut dire même qu'ils sont possédés et qu'ils sont possédés par des esprits surnaturels. Nous avons les troubles bipolaires qui sont des cas, des facteurs psychologiques. Ces troubles peuvent augmenter le risque de violence, surtout lorsqu'ils ne sont pas gérés correctement. Il y a des personnes d'une minute à l'autre, ils sont très bipolaires. Ils peuvent aujourd'hui être très heureux, d'une minute à l'autre être dans une situation de colère très profonde. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un problème de gestion des émotions. La personne, ses émotions changent d'une minute à l'autre. Trouble de l'humeur. Quand on parle de trouble de l'humeur, là encore, c'est beaucoup plus profond. Ça peut même aller d'un état dépressif à un état de stress. Donc, certains troubles de l'humeur graves peuvent être liés à des risques accrus de violence allant jusqu'à ces cas de féminicide. Nous l'avons tout à l'heure, les abus de substances, la consommation de drogue, d'alcool augmente considérablement les risques de violence et peut être des facteurs de risque, ainsi qu'ils peuvent être aussi des facteurs de troubles psychiatriques, c'est l'agresseur. Parce que quand on en consomme beaucoup, quand même, on a des problèmes psychiatriques qui méritent une thérapie et une prise en charge individuelle. Nous avons aussi des facteurs liés à l'histoire de vie et qui sont aussi psychologiques. Ces facteurs psychologiques sont souvent façonnés par des expériences précoces que même la personne a dans la société où elle vit. Traumatisme et abus infantiles. Souvent, les enfants qui ont vécu dans des espaces de violence, où ils ont été témoins de beaucoup de violences, ça peut entraîner ce qu'on appelle des antécédents traumatiques. Les expériences de maltraitance, de carence affective durant l'enfance peuvent être un facteur prédisposant, parfois via un mécanisme de transmission ou de reproduction de la violence. Un enfant qui est dans un milieu où le parent s'attaque physiquement à la maman croit même que c'est normal. Et dans une perspective de reproduction, est tenté même de le faire à sa femme. Moi, j'ai été témoin de cette histoire-là d'une voisine qui est très proche, dont un jour, le mari s'est retrouvé à la violenter verbalement avec des insultes. Et cette dame aussi, ils s'en ont pris, cette dame a répliqué. Et suite à ces violences verbales, la femme a pris ses bagages pour rentrer chez elle et durant quelque temps. Et le fils aîné, quand il est allé voir sa maman, il lui a dit « Mais maman, ça ce n'est rien, il faut rentrer. Il t'a insulté, tu l'as insulté, c'est fini. » Donc il trouvait que c'est normal. Comme disent les enfants, il t'a insulté, tu l'as insulté, donc c'est normal. Donc il n'y a pas lieu de se séparer pour ça. C'est parce que ce garçon-là, étant habitué à ce que son papa insulte sa maman, ces violences verbales, pour lui, ces violences verbales sont normales. Alors que ces violences verbales, c'est ces violences-là qui vont aboutir aux violences physiques. Donc c'est juste pour dire que l'environnement est important. C'est si l'enfant est dans un environnement de violence, il croit que c'est normal. Et il sera, comme le dit Bourdieu, c'est la reproduction sociale. Il croit que c'est normal d'insulter sa femme, de taper ses enfants. Et au-delà de ça, même nous le verrons. Je crois que lors de nos visites à la prison de Forbet, avec les groupes de parole, je parle sous le contrôle de Mme Ndiaye dans le cadre de la prise en charge psychologique des enfants qui sont dans les prisons. Nous avons vu dans ces groupes de parole, quand les enfants vous donnaient leur histoire de vie, comment ils étaient maltraités souvent dans les daras, les enfants de la rue qui passent la nuit sous les ponts, comment ils étaient maltraités par le marabout, comment ils étaient maltraités. Parce que ces enfants-là, à la fuite, après une fuite au dara, leur seconde famille était la rue. Comment ils ont subi des violences dans la rue, dans des gangs où ils appartenaient et où le plus fort exerçait la violence sur eux, c'est la loi du talion. Ces enfants-là, ce n'était pas un problème pour eux. Ils te diront que
comment je l'ai tué, quand je l'ai eu, quand je l'ai fait ça, quand je l'ai fait ça. Et il le raconte avec bravoure. Ça montre que ce sont des enfants qui ne sont ni traumatisés, ni affectés. La preuve est que dès qu'ils sortent, 2 jours après, ils commettent les mêmes crimes pour revenir. Et quand ils reviennent, on les applaudit. En prison, on les applaudit. Donc c'est juste pour dire que les cas de trauma, les antécédents violents, sont des éléments de meurtre et souvent, parfois via un mécanisme de transmission ou de reproduction de la violence, des antécédents, maltraitance, abus physiques ou négligence pendant l'enfant sont des facteurs de risque importants. Carence affective. La carence affective, elle est là. Il y a des enfants, ils n'ont pas senti l'amour dans leur vie. Peut-être que des enfants, il y a même des enfants qui vivent avec leurs parents, ne sentent pas l'amour, ne sentent pas la présence de leurs parents. Et encore les enfants en situation de confiance. Alors que ce sont des éléments importants pour consolider la personnalité de l'enfant. L'enfant, on développe son estime de soi, on développe sa confiance de soi en lui montrant qu'on l'aime. On n'aime pas l'enfant, l'aimer, c'est une obligation. On ne l'aime pas parce qu'il travaille bien à l'école. On ne l'aime pas parce qu'il y a autre et autre, mais on l'aime parce qu'on doit l'aimer. On lui donne un besoin affectif parce que c'est ce besoin-là qui fera de lui un enfant qui sera équilibré sur tous les plans et qui pourra vraiment s'intégrer dans la société. Mais un manque de soins parentaux adéquats ou des carences affectives précoces peuvent avoir des lourdes conséquences sur le développement psychologique. Et ça fait partie des profils des auteurs de crimes. Colère et le rejet de l'autorité. Souvent, les cas de colère chronique et de rejet marqués par des règles de l'autorité peuvent motiver le passage à l'acte. On le voit souvent avec ces enfants-là. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'autorité. Ils aiment la défiance. Et c'est dans leur personnalité intrapsychique. Donc, l'homicide est souvent la conséquence, les féminicides sont souvent la conséquence des interactions complexes entre des vulnérabilités psychologiques, individuelles et des facteurs sociaux et environnementaux. Donc nous avons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les actions humaines et les interactions sociales. En les étudiant psychologiquement, on peut également découvrir comment ils interagissent avec des facteurs biologiques, socio-culturels et parfois même génétiques. Nous avons aussi des facteurs très aggravants, comme je l'ai dit tout à l'heure, durant les périodes de séparation, qui sont des périodes à haut risque de meurtre motivées par le ressentiment, la peur ou le désir de contrôler l'agresseur. Tout à l'heure, comme je le disais, lors du passage à l'acte, c'est souvent lié à une organisation de la personnalité. Cependant, nous notons que des individus présentant certaines structures de personnalité sont plus enclins à commettre des comportements violents tels que les individus souffrant de pathologies. Et ces différentes pathologies, on les a nommées. Les individus rencontrent souvent des difficultés à gérer leurs émotions, à maintenir des relations stables, à reconnaître et à réguler leurs propres besoins affectifs. Et ils ont souvent tendance à développer des comportements violents, surtout dans les cas de féminicide. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le maintien de ce lien est comparé à la continuité de la relation, tandis que sa rupture réfère à une véritable deuil affectif. Plusieurs perturbations relationnelles sont aussi observées chez les auteurs d'un homicide conjugal, tels que l'égocentrisme, la dépendance, le besoin excessif d'être rassuré, la dévalorisation d'autrui et l'incapacité à tolérer la perte d'autrui. Donc, pour dire que une meilleure compréhension des différences quant aux fragilités de la personnalité permettra aux intervenants psychosociaux et psychothérapeutes que nous sommes d'évaluer de manière plus exhaustive et d'élaborer des plans d'intervention
en accord avec leurs besoins psychologiques. Donc, la féminicide, peut et doit-on l'éviter? Oui. Les meurtres liés au genre et les autres formes de violence envers les femmes et les filles ne sont pas inévitables. Cette situation est l'aboutissement d'épisodes répétés de violences fondées sur le genre et l'escalade de cette violence. Ce qui veut dire qu'il peut et doit être empêché en réagissant de manière efficace dès les premiers signes de violence. Les violences ne sont pas des choses à tolérer. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer dès les premiers signes. Parce que comme je l'ai dit, la violence physique est l'apothéose ou même la conséquence de la violence verbale. Ce sont des violences verbales qui sont d'abord constatées. C'est le sentiment de détruire l'autre. C'est le sentiment de réduire l'autre à zéro. C'est le sentiment de briser l'estime que l'autre a de lui, la confiance que l'autre a de lui, qui d'abord sont les premiers signes, et la violence physique en est la conséquence. C'est ça qui est en dernier lieu, et le féminicide en particulier. Les initiatives qui se concentrent sur la prévention primaire, la modification des normes sociales et la participation de communautés entières pour instaurer une tolérance zéro à l'égard de la violence envers les femmes sont les plus efficaces pour prévenir les meurtres liés au genre. Donc on doit aller vers la tolérance zéro. Et la tolérance zéro là implique beaucoup d'acteurs, que sont tout à l'heure le docteur, les lois et règlements, le code pénal, mais aussi les services, les forces de défense et de sécurité qui doivent y veiller. Le secteur de la police et de la justice ont un rôle important à jouer en croyant et en soulevant des survivants de la violence fondée sur le genre, en répondant au signalement des cas de violence et en punissant les auteurs pour mettre fin à l'impunité. Donc c'est extrêmement important de mettre fin à l'impunité par des lois et des règlements très lourds qui vont dissuader les auteurs. Dans de très nombreux cas, les victimes de féminicide avaient déjà signalé avoir subi. Donc souvent, les victimes de féminicide ont déjà signalé avoir subi des violences physiques ou des violences verbales. Mais souvent, s'ils ne sont pas pris en charge de manière précoce, c'est ça qui aboutit à ces cas de féminicide. Ce qui dit qu'il est très important que des mesures soient prises. Mais au-delà aussi des mesures, nous, acteurs sociaux que nous sommes, que ce soit dans le cadre de la prise en charge, il est important que ces gens-là, qu'ils soient dénoncés, que nous aussi nous puissions assurer un accompagnement, ne serait que pour leurs familles, leurs enfants, pour éviter à ce que ces situations-là n'amènent vers des situations de stress post-traumatique qui peuvent avoir des conséquences vraiment négatives sur l'équilibre de la société. Donc, voici l'économie de ma présentation où j'ai eu à élaguer beaucoup de points qui ont déjà été soulignés. Donc, chers monsieur et madame, je vous remercie pour votre attention.